Lecture dédiée à Stéphanie Vauvor. Rime Batal. Je me regarderai dans les yeux. Bayard, 2025. Je le crois. Seule l'épreuve suffocante, impossible, donne à l'auteur le moyen d'atteindre la vision lointaine, attendue par un lecteur las des proches limites imposées par les conventions. Comment nous attarder à des livres auxquels sensiblement l'auteur n'a pas été contraint? Georges Bataille dans la préface du Bleu du ciel. Qu'importe que j'ai pris ce train, pourvu que le lecteur l'ait pris. Sandrars, il paraît. Cela n'a pas duré plus de 5 minutes, mais j'eus l'impression de passer une journée entière, les jambes écartées et nues, sur cette table d'examen médical. Les chevilles coincées dans les étriers en métal, livré à moi-même, je scannais les murs de la petite salle à la recherche d'une image à laquelle me raccrocher, un dessin anatomique, une campagne de prévention du cancer du sein ou du papillomavirus, n'importe quoi qui aurait pu me permettre de me dissocier, un trou de verre pour sortir de mon corps, pour ne plus entendre les murmures de ma tante et de la gynéco dans le bureau attenant. À peine ma tante avait-elle expliqué l'objet de cette consultation que la docteure Bensouda s'était crispée. Elle avait troqué son sourire professionnel contre une moue de dégoût à mon égard et des yeux remplis de pitié lorsqu'elle s'adressait à ma tante. La gynéco toisa mon corps frêle, à peine pubère, et sans égard pour ma pudeur, m'intima l'ordre d'enlever mon pantalon et d'aller m'allonger sur la banquette à côté, dans la pièce d'examen. Je me suis exécuté sans protester. J'ai baissé mon jean, ma culotte, et j'ai marché pieds nus sur le sol en terrazzo, une main sur mon sexe, l'autre cachant autant que possible la naissance de mes fesses, comme lorsque, au hammam, la masseuse m'obligeait enfin à enlever mon slip pour pouvoir me laver correctement. Pudique comme un escargot, j'avais pris le pli de garder ma culotte en toutes circonstances, même lorsque j'étais seul sous la douche. Me voilà ridiculement nu, puisque j'avais mon sweatshirt sur moi, puisque je dévoilais mes jambes et leurs poils noirs, mon sexe et ses poils noirs, nu devant une inconnue, ma tante et ma cousine. J'avais froid, peur, et claquais des dents sans discontinuer. La gynéco ne tarda pas à me rejoindre dans la salle. J'évitais son regard, mais la devinais en train de mettre ses gants en latex, qu'elle faisait claquer en soufflant fort. Elle me dit « Arrête ce bruit ». « Quel bruit ?»« Ce bruit », dit-elle en retenant avec autorité mon genou gauche. Mes jambes tremblaient si fort que mon genou cognait contre le mur et que les repose-pieds en métal faisaient un bruit de craqueb. J'eus envie de lui cracher à la figure et de partir en courant, mais n'en fis rien. Je n'avais nulle part où aller de toute façon, et je voulais laver mon honneur d'abord. J'avais accepté de faire ce test de virginité pour qu'ils se sentent tous comme des cons, qu'ils prennent la mesure de leurs bêtises et de leur violence. Comme elle n'avait pas pris la peine de m'offrir la blouse que la bienséance réclame chez ce type de praticien, elle ne s'embarrassa pas non plus de lubrifier ses doigts quand elle me les enfonça au fond du vagin, sans même me prévenir, sans m'informer des étapes comme elle le ferait avec une patiente adulte, mariée, pas présumée coupable comme je l'étais, présumée coupable du crime le plus ridicule qui soit, celui d'avoir couché sans être mariée. Sans le « vous permettez » d'usage en pareille circonstance, la docteure Bensouda écarta violemment mes lèvres et me mit 2 doigts. Je retins mon souffle et serrai les poings au fond des poches de mon sweatshirt. C'était la première fois qu'on me pénétrait. Parce qu'une brutalité ne tombe jamais sans foudre, sans grêle, sans grève des transports et trous dans la chaussure, il fallait que mon petit copain participe au coup de boule. Là, à peine relation, tanguait déjà, certes, mais j'avais espéré que X s'indigne, qu'il me soutienne. Sérieux? Merde, j'arrive. Voilà ce que j'espérais l'entendre dire, et qu'il ne prononça pas. Merde, je suis désolé, bouge pas, je viens de sortir de là. D'autant plus que, pour fuir la violence de ma matriarche, sa fureur, je m'étais réfugié exprès dans la ville de X. Dans mon désespoir, j'étais parti en sucette, main dans la main avec mon imagination. Je le voyais me dire « Je suis là pour toi, partons ».
Je nous voyais fuir tous les deux, partir je ne sais où, vivre dans des chambres minuscules mais charmantes, sur les terrasses d'immeubles à peine salubres mais solides, au carrelage en damier, terrasses peuplées de jardinières et d'oiseaux noirs de pollution. Je me voyais faire des ménages, de menus travaux, fabriquer des choses, coudre et broder des habits pour les vendre et payer les courses. Et lui, coder comme un forcené pour payer le loyer et nos études, pirater une carte bleue comme il savait si bien le faire de temps en temps, pour nous offrir quelques extras, en jubilant comme des petits malfrats mignons. Je nous voyais danser sans crainte du lendemain, heureux d'avoir choisi la liberté, la dignité et l'amour, regarder des films piratés, voyager en stop loin de nos familles, monter des projets un peu fous, prendre des risques et devenir super riche à la fin. Je n'avais pas de plan pour ça, pas de capital, mais j'avais sous le coude une grosse ellipse qui fonctionnait à tous les coups, aboutissait à cette image de nous 20 ans plus tard, riant à gorge déployée, au souvenir de notre jeunesse à la lisière de la légalité, dans les rues denses de Casablanca. Fringant, entièrement vêtu de camailleux de beige et de blanc, je nous voyais siper du champagne devant notre piscine d'un bleu sombre et élégant, trinquant tous les deux dans notre villa de Los Angeles que je prononçais LA dans mon imagination. Une villa d'une blancheur qui n'avait d'égal que celle de nos sourires désormais américains et fluent in English. Je rêvais de hacker la vie. En vérité, je ne savais pas si j'étais amoureuse de lui. Je le trouvais un peu moche, mais m'en accommodais. C'était le premier garçon à m'avoir proposé quelque chose de proche de la définition du couple romantique, selon jeune et joli. Et cela me plaisait bien, me flattait et me rassurait. C'était un début comme un autre. Il était brillant, menait une maîtrise en biochimie, et je trouvais amusant et subversif qu'il fabrique ses propres drogues au laboratoire même de la fac et pirate des comptes bancaires à l'autre bout de la planète, juste pour rigoler. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me racontait de ses expériences, ses passions pour la programmation informatique et les jeux vidéo, mais je ne posais pas de questions. Je me contentais d'incliner la tête sur la droite et de lui sourire. J'avais appris la technique dans Jeune et Jolie. J'étais romantique et niaise à souhait. Je ne comprenais que les mots d'amour réchauffés et les regards ardents tels que décrits dans la littérature classique et chaste que j'arrivais à me procurer à l'époque. J'avais passé les 2 années précédentes à lire tous les Barbara Cartland, à surligner au stabilo, faute de savoir me masturber, les scènes micro-érotiques quand lui, du haut de ses 23 ans, en avait vu d'autres déjà. X était malin et menteur, mais je n'étais entouré que de malins et de menteurs, et mentais moi-même comme un arracheur de dents puisque je n'avais pas le choix. Mentir était la norme, mentir était une stratégie de survie, la seule possibilité d'être un peu soi-même sans disconvenir aux attentes et au discours général, sans sortir du groupe. X avait comme atout spécial une tête de chérubin et des yeux couleur de miel qui débordaient de gentillesse. Il n'était pas gentil. Qui faisait de lui, en termes d'image du moins et de CV, un futur mari parfait. Plus encore, son nom de famille, une grande famille de fesses, le Ben qui précédait son nom de famille, une manière de particule aristocratique, faisait de lui, quand bien même sa famille était tout à fait désargentée, un gendre idéal sur le papier. Car j'étais romantique mais non sans calcul. J'avais absorbé tous les critères qu'il fallait pour chiner un bon mari. Je les avais intériorisés, faits miens, m'étais si éloigné de moi-même, de mes propres désirs, que je peine encore aujourd'hui à les identifier et les formuler clairement. Je voulais plaire aux miens et surtout aux miennes, et cela était entré de façon si insidieuse dans ma construction, leurs envies, leurs projets pour moi s'étaient incrustés si profondément dans ma peau, ils m'habitaient de façon si efficace, que chacun de mes rêves, chacun de mes fantasmes était sponsorisé par l'ambition officielle et collective, trouver un mari. Un mari bien, c'est-à-dire un mari diplômé et épaulé par une tribu solide qui le soutiendrait, qui me soutiendrait en cas de coup dur, de claque de la vie, et qui saurait dans la foulée, dans la mesure du possible, élever toute la famille, élever ma propre famille, mes parents, vers un rang supérieur, me laver de mon nom simple, mon nom qui sentait l'arrivée récente en ville, la 2e génération seulement à naître en ville, et me couronner d'un nom à la musique vieille et authentique, un nom citadin et lettré depuis des siècles, qui ferait s'envoler mon CV avec la grâce d'un papillon lune, et le poser en haut de la pile, reçu par mon futur employeur. Madame Rime de Y. J'étais tiraillé entre mes rêves dingues de rockstar d'amour fou et les ambitions de notable de province. X m'amusait, mais rien ne nous liait réellement. J'aimais voir des concerts avec lui, j'aimais le fait qu'il m'aide à travailler mes cours de mathématiques, j'aimais l'idée que mon corps de fille marche dans les rues près d'un corps de garçon, qui n'était ni mon père, ni mon frère, ni mon cousin. J'aimais le fait qu'il s'entende bien avec ma sœur, ma cousine, mes amis. Mais notre entente à nous deux était bâtie sur du vent,
sur des projections et une négociation permanente entre qui j'étais vraiment et ce que je pensais être obligé de faire pour plaire. Quand nous parlions de cinéma, je devais travestir mes goûts pour les rapprocher des siens. La littérature l'ennuyait profondément. Mon transport pour Stendhal ou Beckett lui inspirait le respect vite fait, mais toutes mes tentatives d'en faire un sujet de conversation échouaient. L'informatique et la chimie étaient de loin mes plus grosses faiblesses, alors que c'étaient ces deux raisons de vivre. En somme, je n'avais rien de passionnant à lui raconter. J'inclinais donc la tête sur le côté en souriant, dès qu'il se lançait dans un de ces tunnels de geek pour m'expliquer par le menu comment il avait réussi à s'acheter un coffret collector des Pink Floyd en payant avec une centaine de cartes bleues russes sans laisser de traces. À mesure qu'il m'exposait ses inclinations, je mentais et nous inventais des affinités par petites touches. Je me taisais beaucoup, ne rotais jamais devant lui. Je construisais minutieusement chaque phrase avant de la dire et penchais la tête à en avoir des torticolis. Je pensais que c'était ainsi qu'il fallait faire pour être agréable, aimé, élu, que c'était ainsi qu'on faisait pour ne pas finir vieille fille, parce qu'il ne fallait surtout pas finir vieille fille. Je n'aime pas les chats d'appartement. Et une fille de 25 ou 26 ans pas mariée encore était déjà une vieille fille. D'autant plus qu'à la maison, on me signifiait que ça commençait à chauffer pour mes fesses, qu'il fallait garder en tête ce mari à décrocher, au même titre que le bac, un diplôme, un bon poste, et qu'à 17 ans, on commençait déjà à avoir des touches, des premières demandes en fiançailles. Même en y mettant du mien, les quelques pelles roulées à X n'avaient jamais réussi à allumer en moi le moindre tressaillement intérieur. Pas le moindre frétillement sincère ne s'était produit dans ma petite culotte. L'intérêt que je nourrissais pour X de Y était, au fond, purement pragmatique, réaliste, ne m'appartenait pas. Un intérêt d'agenda à mener à bien, un cahier des charges à respecter pour être respecté. Alors j'ai menti copieusement.